Mesdames et messieurs, même si j'aurais préféré être avec vous, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cette 15e édition des Assises de l'énergie des collectivités territoriales. Je sais à quel point vous, collectivités locales, mais aussi les institutions, les entreprises et les associations qui vous accompagnent, êtes mobilisés sur cet enjeu fondamental qu'est la transition énergétique. Et je veux saluer le travail engagé l'année dernière lors du débat national sur la transition énergétique qui a pu être décliné sur tous les territoires avec votre soutien. L'année 2014 en marquera un premier aboutissement au travers de la loi sur la transition énergétique que j'aurai l'honneur de présenter au Parlement. Nous subissons encore maintenant, 5 ans après, les conséquences de la crise financière. Mais la sortie est à notre portée et la transition énergétique en constitue une opportunité à côté des autres mesures de soutien à notre économie qui ont été engagées par le président de la République et tout le gouvernement. La transition énergétique et écologique est une opportunité de développement économique durable au travers d'abord du positionnement de nos industries et de nos services vers des marchés d'avenir qui sont les relais de croissance des secteurs en difficulté aujourd'hui. Ensuite, de limitation de notre dépendance énergétique aux importations d'énergie fossile qui aura pour effet de rééquilibrer notre balance commerciale. À l'horizon de 2050, nous pourrions ainsi économiser jusqu'à 100 milliards d'euros de factures énergétiques. Enfin, et ce n'est pas le moindre des arguments, les pays qui enclenchent rapidement leur transition énergétique seront les mieux armés pour affronter les adaptations nécessaires au changement climatique qui est, vous le savez, inéluctable. Voilà, mesdames et messieurs, voilà les raisons fondamentales qui nous imposent d'être ambitieux. Cette ambition a été annoncée par le président de la République au cours de la 2e conférence environnementale de septembre 2013. Nous connaissons les enjeux. Division par un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050. Division par 2 de la consommation énergétique en 2050. Réduction de 30% de la consommation en hydrocarbures en 2030. Rééquilibrage de notre mix électrique avec une réduction de la part de production du nucléaire à 50% à l'horizon de 2025. Pour réussir, les leviers sont nombreux, à toutes les échelles d'action sont nécessaires. Si on ne montre pas l'exemple à la fois au niveau local, au niveau national et au niveau européen, comment pourrait-on espérer convaincre ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas? Comment pouvons-nous espérer en 2015, lors de la conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Paris, infléchir les tendances actuelles? Je suis par expérience convaincu de l'importance et de la pertinence de l'action des collectivités territoriales parce que je viens des collectivités territoriales. La transition énergétique est aujourd'hui l'objet de beaucoup d'initiatives dans les territoires, que ce soit en faveur de l'efficacité énergétique, de la rénovation des logements ou encore de la production d'énergie renouvelable. La question du rôle exact des collectivités territoriales a été abordée au cours du débat national sur la transition énergétique sans que le sujet soit totalement épuisé. Organiser dans la loi les évolutions nécessaires à notre transition énergétique passera par un pilotage adapté et concerté. Sans préempter les discussions, je souhaite rappeler aujourd'hui 4 grands principes qui, selon moi, doivent guider notre réflexion pour une décentralisation efficace. Le premier principe, la décentralisation ne doit pas remettre en cause la cohésion territoriale qui caractérise notre pays, notamment en matière énergétique. Cela passe par le maintien de la péréquation tarifaire dans notre schéma de distribution d'électricité. Cela garantit une entraide entre les zones rurales et les zones urbaines où la distribution de l'électricité est structurellement moins onéreuse. La cohésion territoriale passe aussi par un soutien financier mutualisé au niveau national, que ce soit pour la rénovation énergétique de l'habitat, particulièrement pour les personnes en situation de précarité énergétique, ou les énergies renouvelables. Chaque territoire est ainsi traité équitablement. Second principe, il n'y a pas d'opposition entre le niveau national et le niveau local, mais au contraire une complémentarité. À titre d'exemple, dans le monde des énergies renouvelables, il peut être plus optimal de raisonner au niveau national.
La mutualisation au niveau national de la production éolienne entre les différentes zones de vent permet de disposer d'une électricité moins erratique et donc moins coûteuse à gérer que si l'on gère cette même énergie à un niveau local. En revanche, le fait que l'électricité d'origine photovoltaïque puisse être générée directement sur les bâtiments incite à avoir une approche plus locale. De même, si d'un point de vue national, il est évident que nous avons besoin de développer toutes nos énergies renouvelables, certaines sont plus adaptées, on le comprendra, à certains territoires que d'autres. Il y a un peu plus de soleil dans le sud et dans le sud-ouest de la France. L'éolien offshore posé ne peut se développer qu'au large de certaines côtes. L'énergie des courants marins a un potentiel localisé plus fort en Normandie et en Bretagne. Nous sommes bien dans une logique de complémentarité entre le niveau national et les spécificités du niveau local. Troisième principe, tout comme la transition énergétique ne relève pas uniquement de l'échelon national, tout ne relève pas du seul niveau législatif ou réglementaire. Les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de la transition énergétique avec les acteurs locaux. Si le plan de rénovation énergétique de l'habitat a décidé de l'organisation générale du guichet unique voulu par le président de la République, son adaptation aux besoins des territoires passe nécessairement par les collectivités qui peuvent fédérer au mieux les acteurs locaux. La logique est identique dans le domaine des énergies renouvelables. C'est le travail coordonné avec les porteurs de projets qui permet une implantation optimale et une meilleure acceptabilité, qui permet de générer des synergies avec d'autres activités. Quatrième et dernier principe, les collectivités peuvent agir sur un levier essentiel de la transition énergétique, c'est l'aménagement du territoire qui commence avec celui des villages et des villes. En effet, cela conditionne étroitement les besoins de mobilité des habitants et de fait les besoins en infrastructures et en énergie. Ce sont les collectivités territoriales qui peuvent, dans leur politique d'urbanisme, s'assurer que les bureaux, les logements, les commerces sont judicieusement implantés pour favoriser le déplacement à pied ou utilisant des modes doux pour réduire les consommations d'énergie et limiter la pollution de l'air. Elles peuvent faire cette optimisation fine grâce à leur connaissance de l'organisation de leur territoire. Une telle démarche est possible aujourd'hui, mais je souhaite qu'elle soit davantage encouragée. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, la décentralisation est un levier puissant et incontournable, complémentaire du levier national. Pour réussir la transition énergétique, notre façon de nous organiser au niveau national et au niveau local afin d'assurer une évolution optimale de notre mix énergétique, notre façon de consommer, notre façon d'aménager le territoire, tout ceci est lié. C'est l'évolution que je veux porter dans la future loi sur la transition énergétique que je présenterai au printemps prochain en Conseil des ministres puis au Parlement. Je vous souhaite de bons travaux et de bonnes journées de travail.